l'université de Blaise Pascal de Clermont-Ferrand et travaille aussi en informatique. Donc il va nous parler de thématisation et philosophie de l'informatique, inspiré, je suppose, par Cavaillès, ne serait-ce que par le terme de thématisation. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Est-ce que vous m'entendez? C'est possible. Alors tout d'abord, j'aimerais témoigner ma reconnaissance envers la Société des Amis de Jean Cavaillès. Ma reconnaissance, mais surtout ma surprise d'avoir été invité pour cet honneur écrasant qu'il m'a fait. Mais c'est un quiproquo que je sais apprécier, en fonction exactement l'inverse de mon mérite. Il y a 20 ans jour pour jour, dans la salle Cavaillès de la Sorbonne, et en des circonstances analogues à celles qui nous réunissent aujourd'hui autour de Jean Cavaillès, Elisabeth Schwartz, Elisabeth sa pensée qu'elle était, autant qu'elle est, une promesse fusillée, dont nous savions porter le deuil chaque fois que nous entrions dans cette salle Cavaillès ou celle de l'école normale. Sachez que c'est non pas fait européen identique par la seconde génération, que chance de connaître Cavaillès, qu'elle ait ou non pu fréquenter les salles portant son nom sur la montagne parisienne, où il se distinguait comme philosophe, ou bien sur les monts d'Auvergne, où il se révéla comme résistant. Peut-être est-ce ce sentiment de gravité qui explique le décalage entre le respect que l'on témoigne envers la pensée de Cavaillès et la parcimonie avec laquelle on la relaie. De Cavaillès, on peut énoncer sans exagération ce que avant Spinoza, les stoïciens avaient dit du sage et de sa vertu. La vertu prise dans son unité et à son degré le plus élevé est utilité, et les vertus sont trois: vertu physique, vertu éthique, vertu logique. Canguilhem et d'autres grands commentateurs de Cavaillès ont décrit le soin qu'il prenait à montrer en théorie comme en pratique l'unité des vertus logiques et éthiques. Cette même unité des vertus logiques et éthiques qui nous arrive, sous les uns des sciences, d'oublier en théorie et parfois en pratique. Ceci dit, à la différence de ce que disait M. Bouvès tout à l'heure, je dirais que la vertu éthique est plutôt plus rare que la vertu logique. Il faudra faire des statistiques. Alors, cette continuité entre théorie et pratique traverse l'ensemble de la vie comme de l'œuvre de Jean Cavaillès. À l'instar de son camarade Albert Lothman, Cavaillès semblait en effet tenir pour évident que l'on ne pouvait raisonner sur les mathématiques sans les avoir d'abord apprises, en s'étant humilié à calculer des intégrales. Cette modestie de la pratique n'empêchait pour autant en rien les plus hautes ambitions intellectuelles. Devant la Société française de philosophie, Cavaillès proclamait en effet, je cite, « Je ne cherche pas à définir les mathématiques, mais au moyen des mathématiques, à savoir ce que cela veut dire que connaître, penser. C'est au fond, très modestement repris, le problème que posait Kant. La connaissance mathématique est centrale pour savoir ce qu'est la connaissance. » Fin de citation. Ce souci du pratique, associé aux ambitions les plus spéculatives, montre à quel point Cavaillès était un penseur concret, au sens, sans vouloir verser dans la provocation, que Hegel a donné à ce terme. Non point un philosophe du concret dans le sens où il se serait défié du général, comme l'atteste de façon suffisamment éprouvante la difficulté de ses textes et la patience qu'ils exigent de son lecteur. Mais Cavaillès est un penseur concret dans le sens où l'universel, bien loin d'être un point de départ, est surtout le résultat d'un processus. Ce processus apparaît sous trois formes. Il apparaît sous une première forme comme le devenir même des concepts mathématiques qui tendent vers l'universel. Mais il apparaît également sous la forme du processus qu'a suivi Cavaillès au travail, s'appliquant patiemment à apprendre les mathématiques là où elles s'enseignent en Sorbonne, je présume, puis là où elles se découvrent à Göttingen, afin d'atteindre par lui-même le stade où est parvenu l'âme mathématique du monde. Ce processus a enfin une troisième forme, qui est le travail que le lecteur de Cavaillès doit accomplir pour son propre compte, s'il espère approcher le résultat atteint par les deux précédents. L'universel n'est donc pas un point de départ, mais d'aboutissement. Ce n'est pas un moyen d'éviter le concret. Il n'y a donc pas de paradoxe à ce que Cavaillès cherche la généralité la plus élevée dans la pratique la plus concrète, la sienne comme celle des mathématiciens. C'est parce que, selon ces mots, l'activité des mathématiciens est une activité expérimentale, c'est-à-dire que l'expérience des mathématiciens est un système de gestes, de procédés, qui sont transversaux aux circonstances particulières de leur application. Deux de ces procédés, qu'il appelle polymorphes, dans l'ouvrage posthume sur la logique et la théorie de la science, revêtent une importance particulière, le paradigme et la thématisation. Ces deux concepts joueront par eux le premier plan pour l'objectif qui est le nôtre, de voir dans quelle mesure l'enseignement de Cavaillès peut être prolongé dans la philosophie de l'informatique. Il y a d'abord passage au paradigme, quand un concept est élargi, de sorte que les constantes qui étaient mobilisées dans sa définition se transforment en variables. Cavaillès donne à plusieurs reprises l'exemple des généralisations successives de la notion de nombre.
dont à chaque fois les exemples précédemment connus s'avèrent toujours n'être rétrospectivement que des cas particuliers. Les objets ainsi obtenus se prêtent comme les précédents à des actes, et ces actes sont la généralisation aussi naturelle que possible des actes antérieurs. L'addition des nombres entiers, par exemple, est prolongée par l'addition de vecteurs. Ainsi, dans le passage au paradigme, le degré de généralité des concepts varie, mais les objets conservent la nature d'objet et les actes la nature d'acte. Il en va autrement de la thématisation, second grand procédé identifié par KDS. Il y a thématisation quand un acte mathématique est soudain considéré comme n'étant qu'un objet et devient à ce titre passible d'actes de niveau supérieur. Cavaliès mentionne souvent l'exemple de la topologie des transformations topologiques. Les actes de la topologie deviennent eux-mêmes les objets d'une topologie. On peut également penser à la représentation matricielle des applications linéaires, qui permet de voir ces actes sur les transformations de vecteurs comme s'ils étaient à leur tour des vecteurs, c'est-à-dire des objets, pendant que la composition des applications, actes sur des actes, devient de ce fait une simple multiplication de vecteurs, actes sur des objets. À la différence du paradigme qui transforme les actes en actes, la thématisation transforme les actes en objets. On voit donc que ces deux gestes fondamentaux de l'expérience mathématicienne peuvent eux-mêmes être décrits par les interactions de deux concepts que Cavaliès a repris en les détachant de la phénoménologie husserlienne les concepts d'actes et d'objets. Cavaliès semble indiquer que l'histoire des mathématiques, dans sa dialectique, progresse à sens unique dans le sens du paradigme de la thématisation. À dire vrai, Cavaliès envisage également une sorte de procédé inverse de la thématisation, mais simplement sur le mode du principe de réductibilité qu'il attribue à Husserl. Selon ce principe, les constructions abstraites sont toujours en dernière instance convertibles en constructions concrètes, apparemment, sur le seul mode du retour à l'original. Redescendre l'art de l'abstraction ne pourrait être que revenir à des connaissances du passé, modèles particuliers et réducteurs des théories présentes. De plus, ce principe conférerait à la conscience un lieu absolu, celui des connaissances portant sur le sensible primitif. La critique du principe de réductibilité est ainsi essentielle à Cavaliès pour montrer au contraire la mobilité de la conscience qui se transforme selon les moments d'une dialectique. L'enseignement méthodologique qu'il nous paraît fécond de retenir de Cavaliès en philosophie des sciences est ainsi le suivant. Partant d'une expérience directe de la science, s'interroger sur les procédés généraux de la pensée en recherchant l'éventuelle nécessité sous l'ordre apparemment contingent de l'apparition des concepts. Cavaliès disait ainsi, toujours devant la Société française de philosophie, je cite, « Le devenir des mathématiques est autonome, c'est-à-dire que s'il est impossible de se placer hors de lui, on peut, en étudiant le développement historique contingent des mathématiques tel qu'il se présente à nous, apercevoir des nécessités sous l'enchaînement des notions et des procédés. J'ai essayé, pour ma part, de le faire pour la théorie des ensembles. » Cette recherche de nécessité est ce qui pousse Cavaliès, comme le fera plus tard son élève Jules Villemin, à mobiliser les pensées de Descartes, de Leibniz et de Kant pour analyser les conflits qui déchirent les mathématiciens de leur époque. L'auteur de la philosophie d'Algèbre n'eut en effet pas désavoué la formule de son maître, je cite, « L'histoire montre la liaison étroite entre semblables conflits techniques et les systèmes édifiés par les philosophes. » Fin de citation. Les deux auteurs inclinaient à voir de l'ontologie, dans les sciences pures comme dans les grands systèmes, les unes comme les autres étant des produits purs de la raison. Cavaliès et Villemin partageaient ainsi l'idée désuète, selon laquelle la pratique des sciences pures et l'histoire de la philosophie pouvaient avoir des choses à nous apprendre l'une sur l'autre, comme est plus pure et simple de toute classification institutionnelle de la recherche et de l'impératif de lisibilité des profils universitaires. Nous essaierons de montrer que la méthode de Cavaliès peut être transposée à une certaine philosophie de l'informatique. Je parlerai essentiellement d'une informatique concrète, celle qui s'incarne dans les langages de programmation et dans les programmes, et je ne parlerai pas de philosophie de l'informatique théorique, que d'autres personnes dans cette salle font déjà excellemment. Donc, nous essaierons de voir que la méthode de Cavaliès peut transposer une certaine philosophie de l'informatique. Pour cela, nous analyserons les concepts de fichiers et de processus tels qu'ils furent systématisés dans le système d'exploitation Unix, et nous montrerons à partir de là ce que ces concepts peuvent apporter à la réflexion sur le paradigme et la thématisation comme procédés fondamentaux de la pensée. En d'autres termes, nous allons lire Unix comme si c'était du Dedekind. Les systèmes d'exploitation sont de très loin les programmes les plus ambitieux que l'on puisse écrire pour un ordinateur. Parmi les plus célèbres, quoique de qualité diverse, figurent Unix, Linux, macOS et Microsoft Windows.
Le système d'exploitation est le programme qui est chargé de manipuler toutes les ressources et de veiller à la sécurité du système. Il contrôle tous les calculs envoyés au processeur, il détermine comment les données doivent être rangées sur les disques, il écoute toutes les informations provenant des périphériques et permet l'exécution de tous les programmes lancés par l'utilisateur. Il est donc l'administrateur exclusif du matériel de notre ordinateur. Le système d'exploitation doit en particulier connaître, dans les moindres détails, le contenu matériel de l'ordinateur. Il doit savoir qu'il s'agit d'une machine de von Neumann, c'est-à-dire que cet ordinateur est fondamentalement composé d'une mémoire, où les données sont rangées à certaines adresses, d'un processeur, qui contient lui-même des registres pour ranger les opérandes, une unité arithmétique et logique capable d'effectuer les plus élémentaires des opérations booléennes et arithmétiques, et une unité de contrôle capable de déterminer l'ordre d'exécution des instructions. Donc le système d'exploitation doit être capable de parler le langage du matériel. Mais le système d'exploitation présente également un tout autre visage, celui, simple et parfois convivial, de l'interface qu'il offre à l'utilisateur. Tout en cachant l'ontologie matérielle qu'il manipule en réalité, il présente à l'utilisateur une ontologie fictive, généralement plus proche des modes humains de représentation, composés de fichiers, de répertoires, d'invites de commandes, d'icônes, de fenêtres. L'utilisateur humain peut ainsi laisser au système d'exploitation le soin de traduire une ontologie de second niveau, qui lui est familière, dans une ontologie de premier niveau dont il ignore tout. Le système d'exploitation assure ainsi la médiation entre le matériel présent dans le boîtier et les intentions de l'utilisateur humain. Il tient lieu pour le matériel comme pour l'utilisateur humain d'interlocuteurs exclusifs, proscrivant au passage toute communication directe entre eux. Il a quelque chose du dieu de Malebranche. Nous autres humains ne connaissons généralement l'intérieur du boîtier que par cette sorte de vision en Dieu. Fort heureusement, la théologie qui correspond à ce Dieu peut aisément devenir une science, pour peu que le code source du système d'exploitation soit public, et si possible libre, afin que l'on puisse lire le texte qui le décrit exhaustivement. Ce n'est pas le cas de la majorité des systèmes d'exploitation commerciaux, qui se condamnent ainsi à la théologie négative ou à la foi. Nous prenons comme exemple privilégié la version 6 du système d'exploitation Unix, qui date de 1975. Cette version est à la fois complète et minimale. Son code source, aujourd'hui public, tient seulement 9000 lignes, ce qui lui permet d'être appréhendé dans sa totalité par un lecteur unique. Ce sont d'ailleurs des textes qui sont publiés et qu'on peut lire avec le code source complet du système d'exploitation Unix, donc la version 6. Nous verrons de plus qu'Unix a incarné l'un de ces tournants historiques qui ont irréversiblement renouvelé les concepts fondamentaux des systèmes d'exploitation. Toute étude rigoureuse des systèmes d'exploitation, telle qu'on la trouve par exemple dans l'excellent livre Operating Systems d'Andrew Tannenbaum, commence par exposer les concepts de fichiers et de processus. Je cite Tannenbaum: les appels systèmes se répartissent en gros, on appréciera le en gros, se répartissent en gros en deux grandes catégories, ceux qui se rapportent à des processus et ceux qui se rapportent au système de fichiers. Dans le cadre d'un exposé technique tel que ce livre, il suffit que les notions semblent ainsi tomber du ciel, sans que l'auteur ait à justifier d'où elles viennent. Mais un tel empirisme n'a pas de quoi satisfaire le philosophe. Il aimerait savoir pourquoi l'exposition des systèmes d'exploitation passe toujours par ces notions précises, et puis si cela a toujours été le cas. Il aimerait savoir, en somme, si quelques nécessités se cachent sous ces airs de contingence. Pourquoi donc le processus et le fichier sont-ils les notions fondamentales de ces programmes eux-mêmes fondamentaux que sont les systèmes d'exploitation? Commençons par la notion de fichier. Elle n'est pas une invention d'Unix, puisqu'elle apparaissait déjà au moins dans le système d'exploitation CTSS en 1961. Un fichier désignait alors une suite de données, commençant à une certaine adresse d'un certain périphérique et occupant une certaine longueur. Au premier abord, le code source de la version 6 d'Unix ne semble guère innové, puisque la structure de données qui est associée au fichier contient toujours parmi ses principaux champs le périphérique, l'adresse, la longueur. Pour Unix, comme pour les systèmes d'exploitation des années 1960, les fichiers sont ainsi des objets, éventuellement longs, que les programmes peuvent manipuler. Mais ce qui va changer avec Unix est l'extension de ce concept. Les concepteurs d'Unix, Ken Thompson et Dennis Ritchie, ont fait un pas conceptuel radicalement nouveau, en posant non seulement que tout fichier était un objet, mais surtout que tout objet, c'est-à-dire tout ce que pourrait manipuler le système d'exploitation, aurait dorénavant le statut de fichier. Pour Unix et pour toute sa descendance, Linux, toute la famille des systèmes d'exploitation BSD, macOS, etc., non seulement vos documents de texte, vos vidéos et vos images sont des fichiers,
Mais votre imprimante, votre scanner, votre processeur, votre écran et vos enceintes sont aussi des fichiers. Cette décision relève d'un authentique choix conceptuel et non d'un simple choix technique. Elle a pour conséquence que, pour le système d'exploitation, imprimer un texte ne sera plus rien d'autre qu'écrire dans un fichier. En l'occurrence, le fichier spécial de l'imprimante. Seul le pilote de l'imprimante, qui est un petit bout de programme écrit par le fabricant, saura à quoi renvoie ce fichier spécial et comment il convient de traduire les instructions qu'il aura reçues. De même, numériser un texte, ce sera lire un certain fichier. Unix a ainsi supprimé tout ce qu'il y avait d'ad hoc, de contingent et de particulier dans la gestion du matériel informatique. Il n'y a plus pour lui que des fichiers que l'on peut lire et écrire au moyen d'une seule et même syntaxe absolument générale. Les concepteurs d'Unix ont ainsi généralisé le concept de fichier par un passage de paradigme au sens de Cavaillès. Non seulement tout fichier est objet, ce qui allait de soi, mais surtout tout objet est fichier, ce qui relève d'une décision. Qu'est-ce maintenant qu'un processus? En guise d'approximation, nous pouvons définir le processus comme une occurrence d'exécution d'un programme. Par exemple, si j'ouvre un navigateur pour consulter une page, je crée un processus, c'est-à-dire une occurrence d'exécution. Et si je l'ouvre une deuxième fois en parallèle, je crée un second processus à partir du même programme. Mais la définition du concept de processus pose de graves problèmes, y compris aux informaticiens les mieux informés. Et ce, pour la simple et bonne raison qu'elle ne relève pas de la technique. John Lyons, auteur en 1976 d'un commentaire du code source de la version d'Unix, la version 6 d'Unix, ce commentaire a aussitôt été reconnu comme classique et longtemps a circulé sous le manteau avant d'être enfin publié sous la forme que je vous ai montrée. John Lyons a bien vu que le problème de définition du processus dépassait la simple technique et relevait de la philosophie. Je cite, « Fournir une définition généralement acceptable de la notion de processus soulève de nombreuses et de sérieuses difficultés. Elle s'apparente à celle qu'affronte le philosophe, voulant répondre à la question « Qu'est-ce que la vie ?» Fin de citation. Nous avons déjà vu précédemment que les fichiers étaient invisibles dans le boîtier. Mais pour les processus, le mystère se redouble. Ils sont non seulement invisibles dans le boîtier, mais ils le sont même dans le code source d'Unix. On y trouve tout au plus une table des descripteurs de processus qui contient leurs propriétés, mais qui ne les contient pas eux-mêmes. Et tout simplement parce que les processus ne sont en rien des objets que l'on pourrait stocker. Essayons toutefois de deviner leur nature d'après les quelques propriétés que nous pouvons en connaître. Nous voyons dans la table des descripteurs de processus qu'ils possèdent notamment un certain identifiant numérique. Ce sont des choses que l'on peut identifier. Ils se trouvent à chaque fois dans un certain état. L'état peut être en cours de création, en cours d'exécution, en sommeil, ou bien en cours de terminaison. Et les processus gardent également la trace, sous forme d'un identifiant, de leur processus père, c'est-à-dire du processus qui les ont créés. On peut ainsi savoir, à partir de la table des descripteurs de processus, qu'un processus est à chaque fois un acte qui a été engendré par un acte antérieur, le processus père, selon un arbre, finalement, d'engendrement. Cet arbre a une racine, autrement dit, il y a un premier moteur. C'est le processus 0, qui est une occurrence d'exécution du système d'exploitation lui-même. Il est important de souligner que le processus est une abstraction, un simple concept. Au sens propre, les processus n'existent pas. On ne les trouverait nulle part en scrutant au microscope l'intérieur du boîtier. On n'y verrait que des opérations logiques et arithmétiques élémentaires qui sont effectuées sur des données à chaque fois élémentaires. Les processus sont donc une fiction du système d'exploitation qui sert à rendre intelligible et surtout manipulable en bloc de grands paquets d'opérations et de données. Pour la machine, ils n'ont pas d'existence concrète et surtout pas spatiale. Et pourtant, quand on adopte le point de vue non pas de la machine mais du système d'exploitation lui-même, non seulement on voit des processus agir, mais comme l'écrit Andrew Tanenbaum, les seules entités actives d'un système Unix sont les processus. Il n'existe en effet aucune opération élémentaire du processeur qui ne soit adoubée par le système d'exploitation comme faisant partie d'un processus. Les processus sont ainsi très exactement la notion d'acte qui est inscrite dans les systèmes d'exploitation depuis Unix. Aussi rigoureusement qu'Unix avait décrété l'équivalence entre objet et fichier, il a posé l'équivalence entre acte et processus. John Lyons n'était donc pas si mal avisé, laissant la question au philosophe, d'apparenter la question qu'est-ce qu'un processus à qu'est-ce que la vie. Si l'on entend maintenant par ontologie la théorie de ce qui est, le seul et unique engagement ontologique du système d'exploitation Unix et de tous ses descendants est donc que tout ce qui existe est fichier
et que tout ce qui agit est processus. Le couple que forment fichier et processus et que l'on apprend dans les manuels d'informatique ne tombe pas du ciel, mais d'une ontologie strictement composée d'actes et d'objets. Nous insistons sur le fait que cette ontologie simple et élégante relève véritablement de concepts et non de choix purement techniques faits par des ingénieurs forcément bornés. C'est en effet par un choix conscient d'universalité que les concepteurs d'Unix ont généralisé les concepts déjà existants de fichiers et de processus. Cette ontologie est une façon de penser ce qui se passe dans un ordinateur. Et cette façon de penser, une fois formalisée de façon détaillée dans un code source que l'on compile ensuite pour obtenir un programme exécutable, cette façon de penser influence en retour la façon dont les choses se déroulent effectivement dans l'ordinateur. Et l'ordinateur ne peut le faire que parce qu'une conscience l'a pensé avant lui. C'est en ceci que l'expérience de la pensée informatique est comme l'expérience mathématique qui est créatrice de concepts. L'ordinateur n'est en somme que le corollaire matériel de la pensée informatique. La pensée informatique, telle qu'elle s'est exprimée par les œuvres des concepteurs d'Unix et de leurs successeurs, c'est donc pratiquer le passage au paradigme, comme l'ont montré les concepts de fichiers et de processus. Une fois posés les fichiers comme objets et les processus comme actes de l'ontologie d'Unix, nous allons voir par différents exemples que la pensée informatique connaît également la thématisation. Il y a thématisation dans l'idée même d'écriture d'un programme, c'est-à-dire d'un groupe d'instructions à exécuter, dans la mémoire. Par l'acte ou par la pratique de la programmation, l'informaticien transforme une série d'actes à accomplir en un objet textuel. Cette idée fut même pour ainsi dire l'acte de naissance de l'informatique. On sait qu'une machine de Turing est une machine contenant un programme qui, à une certaine situation, décrite par un état et par la lecture d'un symbole sur un ruban suffisamment long, associe un certain comportement, à savoir l'écriture d'un symbole, un déplacement sur le ruban et le passage à un nouvel état. Dans une machine de Turing en général, le programme de la machine même, que l'on peut noter par exemple sous la forme d'un tableau, c'est ainsi que le fait Turing dans l'article fondateur, le programme est toujours extérieur aux objets qu'il se donne. Il est pour ainsi dire codé en dur, transcendant les données qu'il est autorisé à lire. Il ne peut pas se lire lui-même ni se prendre pour objet. Mais un programme n'en peut pas moins devenir objet, typiquement pour une machine de Turing universelle. Il suffit de noter le tableau qui le décrit sous une forme linéaire et de l'inscrire sur le ruban d'une machine que l'on programme précisément pour exécuter ce type de programme linéarisé. L'idée d'inscrire les programmes en mémoire constitue ensuite le cœur des architectures dites de von Neumann, dites de von Neumann parce que von Neumann a signé le document écrit par d'autres, des architectures dites de von Neumann qui ont donné naissance à nos ordinateurs. Il y a thématisation également quand un processus, par un procédé appelé sérialisation, est figé en un objet, ce qui permet par exemple sa transmission sur un autre support. Il en résulte une ambiguïté dans la notion même de processus, selon qu'elle désigne l'acte en cours d'exécution ou l'objet qui l'incarne. John Lyons montrait ainsi que le pseudo-parallélisme d'Unix 6, c'est-à-dire le fait que l'absence de véritable parallélisme au niveau matériel soit compensée par une alternance dans l'exécution des processus, l'ordonnance de leurs exécutions respectives étant laissée au bon soin du système d'exploitation. Je ne sais pas si c'est très clair. Le processeur ne peut faire qu'une chose à la fois, et comme un fonctionnaire quelconque, et à ce fonctionnaire, on peut lui dire faites ces deux tâches, et dans ce cas-là, il suffit qu'il puisse poser une tâche, passer à l'autre, et puis ensuite reprendre la tâche précédente là où il l'avait laissée. Il se passe la même chose pour un processeur. Quand il n'y a pas de parallélisme au niveau matériel, le processeur peut très bien ranger le processus quelque part, s'occuper d'un processus, et puis revenir ensuite au processus qu'il avait laissé traiter. Donc John Lyons montrait que le pseudo-parallélisme d'Unix 906 nous contraignait à distinguer dans la notion de processus un niveau supérieur et un niveau inférieur. Au niveau supérieur, le processus, entre guillemets, est un, je cite John Lyons, est un concept important d'organisation pour décrire l'activité d'un système informatique pris dans son ensemble. À ce niveau, les processus eux-mêmes sont considérés comme étant les entités actives du système, les processus naissent, vivent et meurent. Donc vraiment, qu'est-ce que la vie ? Ils existent en diverses quantités, ils peuvent interagir, coopérer, entrer en conflit, partager des ressources, etc. Mais au niveau inférieur, poursuit John Lyons, les processus, toujours entre guillemets, sont des entités inactives qui sont activées par des entités actives, telles que le processeur. En permettant au processeur de passer fréquemment de l'exécution d'une image de processus à une autre, on peut créer l'impression que chacune des images de processus se développe continuellement, ce qui mène à l'interprétation du niveau supérieur. Le niveau supérieur, c'était donc celui où les processus étaient des entités actives. Fin de citation.
Mais on accordera qu'il ne s'agit là encore, dans la sérialisation, que d'un niveau assez rudimentaire de thématisation, dans la mesure où il n'y est question que d'interrompre et de reprendre l'exécution de processus. L'acte a beau devenir objet, une fois que le processus a été figé en un objet, qu'ensuite on puisse reprendre pour lui redonner sa vertu d'acte. Donc l'acte a beau devenir objet, cet objet n'est pas véritablement soumis à des actes de niveau supérieur. On n'obtiendrait donc guère plus que ce que Hegel appelait un mauvais infini, à savoir une répétition indéfinie à l'identique. Mais une fois que le processus a été thématisé pour devenir objet pour des actes de niveau supérieur, on peut avoir un véritable bon infini qui corresponde à une réelle progression qualitative de la connaissance. Il est en effet courant de voir des processus dont la fonction est d'écrire des programmes, et plus encore des processus écrivant des programmes dont l'exécution écrira des programmes. De même, les débogueurs sont des programmes capables de figer l'exécution d'un processus pour analyser étape après étape chacun de ces états instantanés, donc objectifiés, et par là son comportement général en tant qu'acte. Ce qui se passe généralement, c'est qu'on écrit un programme, ensuite on essaie de l'exécuter, évidemment il ne marche pas, et on applique un débogueur qui va permettre de suivre chaque étape en disant à la fin, en nous montrant par exemple qu'ici on a une variable qui passe à une valeur infinie, parce qu'on avait oublié de fermer la boucle de façon adéquate. Donc les débogueurs analysent un processus en actes, mais à chaque fois en montrant les étapes objectifiées par lesquelles il passe. De même, l'utilisation d'un compilateur n'est autre qu'un processus qui analyse les propriétés d'un autre processus, dont il scrute pourtant la forme objectifiée, à savoir le code source. Et la hiérarchie peut encore être enrichie d'un niveau. Lorsque Xavier Leroy a certifié en coq, un assistant de preuve, le compilateur pour le langage C CompCert, il a exécuté un programme dont la fonction était d'analyser à sa façon le texte d'un programme, le compilateur, qui lui-même analysait d'une autre façon des programmes, les codes sources que l'on veut compiler. Lorsqu'un assistant de preuve thématise ainsi un compilateur qui lui-même thématise des codes sources, thématise des programmes, la connaissance des actes de niveau inférieur progresse véritablement grâce à des niveaux supérieurs qui n'en sont pas le simple décalque. La thématisation informatique n'est donc pas moins dialectique que celle que Cavaillès a identifiée dans les mathématiques. La pensée informatique, comme la pensée mathématique, s'enrichit par paradigme et thématisation. Son incarnation matérielle dans des machines ne l'empêche pas d'être une pensée pure. Mais cette pensée est également capable d'effectuer, semble-t-il, l'opération inverse de la thématisation en transformant des objets en des actes. Telle est en effet l'exécution d'un programme. Lorsqu'un texte qui est enregistré en mémoire est soudain considéré par le système au moyen d'un appel système particulier ou bien d'une fonction particulière qui est présente dans la quasi-totalité des langages de programmation. Donc un texte enregistré en mémoire est conçu non plus comme un objet existant pour lui-même et passible de certains actes tels que la lecture et l'écriture, mais comme une suite d'instructions que le système lui-même doit exécuter. Un texte qui n'est pour lui pas tant à lire qu'à assumer et à interpréter. La pensée informatique ne permet donc pas seulement de transformer des actes en objets par thématisation, mais également de transformer des objets en actes par une sorte de thématisation à l'envers. Le procédé, s'il existe, n'est peut-être pas propre aux informaticiens. Les théoriciens des catégories ne font peut-être pas autre chose lorsqu'ils considèrent tous nos singletons comme étant autant d'applications de l'élément terminal dans un ensemble donné. Nous croyions que le singleton n'était qu'un objet, et le voici devenu acte. On peut, pour ainsi dire, exécuter le singleton. De même, Haussmann éliminait de sa présentation de la théorie des catégories le concept d'objet, puisque l'on peut tout aussi bien le représenter par un morphisme d'identité, c'est-à-dire le transformer en un certain acte. L'objet en général s'exécute comme un acte. Donc, contrairement à la thématisation qui traite le complexe comme s'il était simple, ce dernier procédé met au jour la complexité qui est cachée dans le simple. Loin d'être condamné au retour à des objets anciens et bien connus, cette thématisation à l'envers est parfois l'occasion de découvrir du nouveau dans ce que l'on croyait bien connu. On peut ainsi transposer en mathématiques le constat de François Jacob, je cite, « Même l'atome, le vieil irréductible, est devenu un système. » Fin de citation. Les mathématiciens aussi ont leur microscope. Si l'on en croit ces exemples, et surtout leur caractère récent, ces pratiques de mathématiciens sont apparues dans des décennies que Cavaillès a courageusement accepté de ne pas connaître.
Si ces pratiques peuvent au premier abord sembler suivre parfois un cours inverse à celui de la dialectique de Cavaliès, elles restent fidèles à son esprit en accréditant la mobilité de la conscience par rapport aux objets qu'elle se donne, par localisation tout autant que par globalisation. Nous espérons ainsi avoir contribué à montrer que l'informatique, science formelle à part entière, n'est pas moins créatrice de concepts purs que les mathématiques. L'examen détaillé des concepts techniques permet parfois de mettre au jour des formes de nécessité conceptuelle qui nous instruisent en toute pureté sur les potentialités de la pensée. La question de savoir si les ordinateurs peuvent penser sert souvent de prétexte à dégrader l'idée de pensée en la réduisant à ce qu'un boîtier peut réaliser. Il nous semble au contraire que dans l'ordinateur, comme déjà dans la machine de Pascal, il ne faut pas avoir un tas de matière brute, mais une pensée au sens fort, grosse d'universalité et de nécessité, capable de se matérialiser, mais une pensée d'abord. Une théorie pure, qui, comme nous y invite la vie et la pensée de Cavaliès, n'a pas craint d'affronter la pratique. Je vous remercie. Bien, merci Baptiste pour avoir fait cet exposé vif et succinct, en même temps enfin, très incisif, qui évidemment soulève de nombreuses questions, c'est sa vertu. Alors est-ce qu'il y en a des questions de la salle? On a un peu de temps, pas trop. Merci Baptiste pour l'exposé qui était très stimulant. Moi je voudrais juste faire une remarque incidente sur le début de l'exposé, mais il me semble que ça a des conséquences pour le reste, sur ta présentation du paradigme et de la thématisation et de la dualité entre concept et acte. Et donc tu disais que... Entre acte et objet. Oui, acte et objet. Et donc tu disais que ça serait hérité de la phénoménologie de Husserl. Mais j'attire juste l'attention sur une chose, c'est que chez Husserl, il s'agit d'acte au sens d'acte de pensée subjectif, tandis que lorsque Cavaliès parle de paradigme de thématisation, par le concept d'acte, il ne désigne pas des actes de pensée, mais il désigne des opérations intramathématiques sur des objets. C'est-à-dire que l'addition dans des ensembles de nombres ou les transformations topologiques, ce sont des opérations au sens objectif idéal, et d'une certaine manière, ce sont déjà des objets idéaux, des objets opératoires, fonctions opératoires. Et donc, du coup, ce qu'on retrouve, alors maintenant pour le reste de l'exposé, ce qu'on retrouve comme concept d'acte, tu visais lequel, au fond? C'était le acte au sens d'opération objective idéale ou acte au sens d'acte de pensée? Notamment quand tu posais la dernière question, les machines sont-elles capables de penser? Je peux répéter la phrase que Jean-Jacques vient de dire. Il a dit c'est encore mieux pour toi. C'est en fait les actes, à mon avis, plus au sens que tu définis pour Cavaliès, c'est-à-dire en tant qu'opération. Et c'est en ce sens-là qu'il y a un détachement. Et effectivement, le fait que ça puisse ensuite être appliqué par des ordinateurs, ça peut être des actes de pensée, mais ensuite on peut aussi les déléguer à des machines, une fois qu'on les a suffisamment. On peut déléguer ces actes. C'est vraiment un caractère simplement opératoire. Il y a une question de Laurent Jaffot et puis après de Jean-Baptiste. Merci de cet exposé, j'ai trouvé absolument éblouissant. En une demi-heure, tu as dit énormément de choses sur l'informatique qui sont nouvelles pour moi. Je voulais te demander si la distinction entre acte et objet et les notions corrélatives comme celle de thématisation s'appliquait également au jeu d'instruction, au langage machine, qui me paraît relever plus de la contrainte matérielle pour les concepteurs du système d'exploitation, en fait, puisque cette conception est très dépendante de l'état de la technologie des processeurs. Si on fait la généalogie des concepts, les notions d'acte et d'objet que l'on a au niveau du processeur, vraiment au niveau matériel, avec simplement des électrons qui bougent, c'est une façon de représenter physiquement le modèle des machines de von Neumann, qui elles-mêmes sont une représentation réalisable physiquement de machines de Turing, avec des petites adaptations, qui elles-mêmes partent, si je ne m'abuse, de la description d'un calculateur au travail.
Donc d'un point de vue généalogique, je dirais que la machine ne peut le faire que parce que au départ, on a fait une analyse de ce qu'une conscience pouvait faire, de ce qu'un mathématicien travaille, ou plutôt au moins qu'un mathématicien, un calculateur stupide mais méthodique pouvait faire. Donc, dans la présentation que tu nous as donnée, moi aussi j'ai trouvé très éclairante de façon générale avec ton exposé. Ton approche de la notion de processus, celle que tu nous as présentée, il me semble qu'on peut assez naturellement en rendre compte avec l'idée de processus élémentaire de composition. Autrement dire, un processus au sens où tu l'écris, c'est quelque chose qui est une composition de processus élémentaires. Et par rapport à, d'une part, la question qui a été posée tout à l'heure, c'est la question que tu poses de façon un peu récurrente, et en passant sur informatique et pensée ou informatique et nature, d'une part, et d'autre part sur la question de la dualité, du couple objet-processus, objet-acte. Il me semble que la notion de processus que tu décris, elle est juste, mais elle est enfermée dans trois types de limites qui sont, d'une part, la question de savoir si c'est complet, c'est-à-dire, puisqu'on a des processus élémentaires qu'on compose, est-ce qu'on en a assez, disons, par exemple? Il y a une sorte de limite de cet ordre-là. Après, il y a une nature une limite de nature plus qualitative, c'est-à-dire, est-ce que chaque opération élémentaire est, par exemple, aléatoire, enfin, il y a ici un pluriel, une occasion de pluriel qui intervient de nouveau. Et enfin, plutôt quelque chose qui questionne la nature de cette, si on a cette vision actionnelle des processus que tu promouvais. Est-ce qu'il s'agit d'actes informationnels ou d'actes matériels, disons, voilà. Et selon ces trois degrés de questionnement, me semble-t-il, de notion de processus, d'une part, il me semble qu'on interroge différemment la question du lien à la pensée et la nature. Et ça, c'est la partie peut-être la plus délicate de l'affaire. Et sinon, ma question c'est est-ce que ces trois pluriels rejaillissent sur le lien acte-objet, sur le face-à-face, la dialectique? Alors, ta question est extrêmement riche et j'imagine qu'elle appellerait à un développement entier, demanderait une conférence à part entière. Sur la conception de processus, alors en fait je ne la promouverai pas, je la décrivais simplement telle qu'elle se trouve telle qu'on peut la voir à travers le code source Unix. Et donc je ne suis pas sûr de pouvoir répondre dans le détail à tes questions sans en avoir discuté de façon plus profonde, parce que je ne voudrais pas répondre de façon superficielle. Donc c'est pas moi qui la promeut, mais je décris simplement les propriétés élémentaires de ces choses-là. Mais sur le processus que tu décrivais comme composition, tu décris comme composition au sens de composition de fonction. Parce qu'en fait, le processus, c'est quelque chose d'assez gros dans le système d'exploitation, puisqu'il comprend non seulement les actions élémentaires du processeur, qui sont composées dans le sens où elles sont mises séquentiellement. Il ne s'agit pas de programmation fonctionnelle, par exemple. Mais en plus de ça, il y a toutes les données. Par exemple, quand on a un processus qui est celui d'un navigateur, on aura non seulement l'ensemble des actions à effectuer, mais on aura aussi une pile, c'est-à-dire un certain segment qui comprendra la page qu'on est en train de visiter, ce genre de choses. Donc c'est quand même un acte, mais un acte qui est assez gros, puisqu'il contient également des données. Donc je ne sais pas si c'est à ça que tu pensais, mais en tout cas c'est pas simplement une composition de fonctions, mais c'est ou alors une composition de fonctions avec beaucoup d'effets de l'ordre. C'est vraiment plus à la programmation impérative qu'à la programmation fonctionnelle. J'avais trouvé ça intéressant et j'ai trouvé ça pendant ton exposé légèrement paradoxal au moment où tu as parlé de la thématisation en arrière, qui revenait, si vous voulez, à la synthèse de tous les éléments initiaux, les éléments minimaux. Ça fait rebondir chez moi quelque chose qui correspond à ma vision actuelle des mathématiques, notamment au niveau de la géométrie différentielle, dans le calcul des éléments de courbure, dans la courbure des surfaces, des structures de vecteurs d'ordre supérieur. Et il y a effectivement cette double circulation dans la thématisation, dans la prise symbolique de pouvoir sur des expressions qui sont beaucoup plus complexes, qui sont des entités complexes elles-mêmes,
qui fonctionne à un niveau calculatoire plus manipulable, plus simple. Et ce qui me paraît intéressant de pointer du doigt, c'est que cette double circulation montre une exigence de totalisation par la pensée en mathématiques, qui bien sûr, dans le technique et dans l'informatique, dans ces systèmes d'exploitation qui sont une complexité telle que personne ne peut vraiment les lire ou les maîtriser, passe un peu sous silence. Je voudrais dire que c'est intéressant de voir la circulation double, en fait, au niveau, parce qu'il y a des stratifications de niveau de complexité calculatoire, et ça relance une question qui me tient vraiment à cœur, et qui transparaissait dans ton exposé, c'est que d'où vient en fait l'élaboration conceptuelle, parce qu'il y a une biologie moléculaire de la formation de concepts dans le substrat technique mathématique calculatoire, exploratoire, par exemple chez Kronecker, chez Gauss, qui était un grand calculateur, Jules Liman l'a très bien mis en lumière sur sa philosophie d'Alger. Ça relance quand même une question philosophique qui me semble absolument cruciale, c'est d'où vient l'émergence des concepts. En relation avec cette idée de thématisation, de briques de programme, de briques qui viennent finalement de la poussière, des briques qui viennent de la poussière, et ainsi de suite. Le mouvement est nécessaire. Ce que je trouve intéressant dans l'informatique contemporaine, c'est que dans les ordinateurs, on fait des calculs très compliqués. Justement, ce qui est très amusant, c'est de pouvoir circuler à tous les niveaux en 30 secondes ou en 1 seconde. On demande une des commandes, mais faites le calcul au niveau où ça fait 10 000 pages, et au niveau où ça fait 2 pages, ça se fait très vite. On circule dans tous les niveaux. Et ça, je trouve que c'est assez nouveau, et ça correspond à une exigence de la pensée qui est universelle, et qu'on nous dit, qu'on ne peut pas vraiment satisfaire, mais qui est toujours en nous. Merci. Bien, je crois que nous sommes dans le temps. Donc, il me reste à remercier Baptiste pour cet exposé et pour et je tiens à vous remercier tous, les organisateurs bien sûr, et les conférenciers qui ont fait de cette journée vraiment une journée qui est très certainement à la hauteur de l'événement.